À la une ce soir, nouveau drame de la route hier soir à Rivière-Pilote. Deux jeunes de 26 et 33 ans ont perdu la vie dans un choc frontal entre deux voitures. Les riverains qui les connaissaient bien, ces jeunes qui sont de la commune, sont aujourd'hui sous le choc. Cas de Galles au centre Emma Ventura. Contrairement à la rumeur sur les réseaux sociaux, il ne s'agit pas d'une épidémie. Pour l'heure, un seul cas a été confirmé et deux sont en attente d'un diagnostic définitif. Ils ont été isolés. Premier jour pour déposer les candidatures pour les législatives. 42 candidats répartis en 4 circonscriptions ont déjà annoncé leur positionnement. Ils ont une semaine pour officialiser leur campagne. Enfin, la semaine du goût a commencé aujourd'hui dans les écoles. Pour l'occasion, deux grands chefs martiniquais ont concocté le déjeuner des collégiens foyalais. De nombreuses animations sont programmées jusqu'à ce vendredi. Nous irons également dans les Yvelines à Achères où se tient un festival entièrement dédié à la musique ultramarine. Un grand rendez-vous qui se révèle être un véritable défi pour les organisateurs. Bonsoir à tous et heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons avec ce nouveau drame sur nos routes. Deux jeunes de 26 et 33 ans ont perdu la vie hier soir à Rivière-Pilote alors qu'ils circulaient sur la route de la distillerie de la Monie. Originaires de la commune, ils ont été percutés par un autre véhicule qui circulait dans le même sens qu'eux. Guy Raphaël René est retourné sur les lieux de l'accident aujourd'hui et les riverains sont encore sous le choc. Regardez. 2 morts et un blessé lourdement touché. Un bilan qui témoigne de la violence du choc frontal qui a impliqué les deux véhicules. Une Peugeot 106 dont le conducteur de 33 ans et son passager de 26 ans n'ont pas survécu. Et l'autre, une Citroën C3 dont le conducteur trentenaire a été hospitalisé hier soir. Les riverains les plus proches du lieu du drame n'ont pas souhaité témoigner mais disent avoir été réveillés par le bruit causé par l'impact vers 22h30. D'autres déplorent la vitesse avec laquelle certains véhicules traversent le quartier. Il y a une manière où les vite comme la route la belle, donc il y aura profité. Ce qui sorti depuis en bas, par la station, j'ai monté. La route là est vraiment sérieuse ici, donc il y a une sorti la Monie. Il aura profité puis on fait le tour où il descend. Il y a un obstacle, il y a croisé, tout ça, il y a toute la route vite. Donc peut-être en deux dan, mettez des deux dan, les croiser à tout ça, bien plus haut puis. Faire attention où il est moins justiciable. Ici, un peu plus bas, il y en a déjà eu pas mal d'accidents. Des gens qu'on connaît, des amis, que ce soit motard contre voiture ou bien deux voitures. Et c'est des accidents qui sont aussi graves que celui que cette route-là a connu hier soir? Non, celle d'hier soir est un peu plus grave, effectivement. Des fois, c'est des blessés graves, mais là, il s'agit de deux morts. Dans le bourg pilotin, certains sont encore sous le coup de l'émotion. Là, ça va, dans l'autre côté, il y a des gars qui mangent. Alors, moi, je dis bon Dieu, pardon. Je dis bon Dieu, pardon, je dis moi tous les diamants. Après, je regarde un hélicoptère qui est venu, j'ai monté. La RN8, une route qui, d'après les pilotins, aurait déjà connu d'autres accidents mortels. 3 ans auparavant, la victime de 26 ans a perdu son frère dans des circonstances similaires à quelques mètres d'ici. Depuis le début de l'année 2017, ce ne sont pas moins de 14 personnes qui ont perdu la vie sur la route. Un grave accident survenu alors même qu'une grande opération de sécurité routière était organisée hier à Fort-de-France. Plusieurs ateliers ont été proposés par les forces de l'ordre, comme des conseils sur la conduite ou encore un rappel du code de la route. Un accent particulier était mis sur les deux roues qui sont les plus vulnérables sur nos routes. Voyez ce reportage d'Anaïs Gall. Une concentration digne des grands jours d'examen. Je vais en face. Ce cycliste est prioritaire. Pourtant, ces élèves-là ont déjà tous leur permis en poche. Cédric pratique la moto depuis 25 ans, alors cette session de code est un bon moyen de se rafraîchir la mémoire. Avec le refondement du code de la route, comme on vient de voir sur le questionnaire, on a un grand lac par rapport à ce qu'on a appris il y a 20 ans en arrière. Et on peut voir qu'on est en manque. On devrait avoir des remises à niveau. Après l'atelier code de la route, c'est présentation du matériel, comme ce radar mobile indétectable en plein jour. De jour, la personne ne sait pas qu'elle a été prise. C'est bien ça. Yuri et Marvin font partie d'un club de moto lamantinois. Ils savent bien que la discipline n'est pas sans risque. Beaucoup de jeunes roulent de manière dangereuse. Avec le rallye moto, on apprend de certaines choses qui nous mettent en sécurité, quoi. Personnellement, vous portez un casque tout le temps? Oui, tout le temps, toujours. Pendant qu'un groupe de motards sillonne la Martinique, à quelques kilomètres de là, d'autres écoutent les conseils de l'adjudant Galinier pour maîtriser sa trajectoire. Une bonne position sur la moto va déterminer une aisance du pilote avec sa machine, qui va faire corps avec sa machine, et qui va lui permettre en fait de
pouvoir effectuer une bonne trajectoire de sécurité, notamment en pouvant regarder le plus correctement possible, lire sa trajectoire. Enfin, place à la pratique. Derrière chaque motard, un gendarme observe pour un suivi personnalisé. Avec cette opération, l'escadron départemental de sécurité routière souhaite toucher une population particulièrement vulnérable. Sur notre île, les deux roues sont souvent impliqués dans des accidents graves. Une chute à 30 ou 40 km/h seulement, sans le casque, et tout de suite on peut avoir des dégâts irréversibles et la mort. Donc le non-port du casque, vous avez souligné, c'est très important. Mais il y a la tenue complète du motard, et puis après il y a le respect du code de la route, c'est-à-dire les fautes de comportement. Le motard étant plus vulnérable que les autres usagers de la route, doit adopter un comportement qui est encore plus vertueux, que ce soit au niveau des règles de priorité, mais que ce soit également au niveau de la vitesse, et encore plus les conduites addictives, alcool et stupéfiants. Depuis le début de l'année, on dénombre déjà 27 accidents de la route chez les motards, dont 2 ont été mortels. L'information s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Une épidémie de gale aurait été déclarée au centre Imaventura à Fort-de-France. Pourtant, il n'en serait rien. Selon la direction, seul un cas aurait été avéré et 2 autres seraient soupçonnés. Les patients concernés ont été isolés pour éviter la contamination avec d'autres résidents. Voyez les précisions de Jean-Marc Dabreu. À l'EHPAD Imaventura, on ne parle pas encore d'épidémie, mais juste d'un cas de gale avéré et de 2 autres cas suspects. Repérés vendredi dernier, diagnostiqués, les patients ont été transférés au service de dermatologie de l'hôpital Piers Abdakitman. La déclaration a été faite à l'ARS puisque c'est une maladie à déclaration obligatoire et toutes les mesures ont été prises concernant le linge parce que la contamination se fait à cause du linge. Draps, vêtements et autres textiles en contact avec les malades ont donc été soigneusement traités et lavés pour éviter toute épidémie. La responsable de l'antenne régionale de lutte contre les maladies nosocomiales a été immédiatement alertée. Ce n'est pas la première fois que cet établissement et d'autres établissements est sujet à ce type d'épidémie. Donc au final, les professionnels savent ce qu'ils ont à faire, il y a des protocoles, il y a une conduite à tenir régulièrement inscrite qui fait l'objet de rappels à chaque fois que la crise se présente, mais en général c'est très bien géré. C'est ce parasite appelé sarcopte qui est responsable de cette infection cutanée. Et contrairement aux idées reçues, la gale n'est pas forcément liée à l'insalubrité. C'est vrai qu'on peut très bien rencontrer la gale, évidemment, dans ce type de milieu, mais elle évolue aussi beaucoup et très souvent dans des milieux d'hygiène tout à fait convenables, dans toutes les couches de la société, sans aucune distinction. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que la diffusion de cette maladie est favorisée par la promiscuité, donc tout ce qui est collectivité, tout ce qui est groupe de personnes évoluant dans un même environnement. Considérée comme bénigne, la gale reste très surveillée au sein des établissements hospitaliers. Depuis le début de l'année, 15 cas ont été diagnostiqués dans 3 établissements de santé en Martinique. Au chapitre social, les salariés de la communauté d'agglomération Cap-Nord ont entamé ce matin un mouvement de grève éclair. Une mobilisation qui fait suite au préavis de grève déposé le 3 mai dernier. Les salariés ont dénoncé une dégradation de leurs conditions de travail, mais ont repris leur poste après un entretien de quelques heures avec leur direction. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Michelet François. Absence de dialogue entre les employés et leur direction, des conditions de travail qui selon les employés se dégradent, des agents en souffrance, autant de points abordés ce matin entre les représentants des salariés et les membres de leur direction. La matinée aura été nécessaire pour parvenir à un accord. Ils nous ont laissé entendre que de toute façon il n'y a pas de difficulté pour pouvoir appliquer nos points de revendication. On a pu avoir une discussion avec les politiques. Maintenant on attend le président qui est le signataire des protocoles d'accord et le décisionnaire. Des négociations entreprises en urgence ce matin sans le président de Cap-Nord, Alfred Montieu, en déplacement hors du territoire. Dans leur préavis de grève en date du 2 mai dernier, les salariés de la communauté d'agglomération avaient annoncé le mouvement d'aujourd'hui. Par rapport au planning qui était déjà le planning du président, ça se trouve qu'il ne pouvait pas les recevoir avant son départ. Donc, il leur a dit effectivement, on leur a envoyé par courrier en retour en disant que bon,
on va vous recevoir le 24 mai à son retour. Ils ont présenté une liste. Cette liste-là, c'était déjà acté par le président, simplement il faut le mettre en application. Mais comme vous savez, dans toute organisation, il y a ce qui se propose, mais il y a un temps pour mettre les choses en place. En termes de superficie, Cap-Nord est la première communauté d'agglomération de Martinique. 240 personnes y travaillent au service de l'aménagement et du développement de 18 communes. Mais le territoire du Nord est affaibli, notamment depuis la perte récente de la compétence transport. Cap-Nord cherche à tout prix aujourd'hui à redynamiser son secteur. Les compétences de l'eau ou encore le tourisme devraient redonner un second souffle. Mais il faut la préparation, parce que derrière, ce sont des humains qu'il y a derrière, des hommes et des femmes qui travaillent dans ces instances-là déjà. Donc remettre ces compétences en place, ça veut dire qu'on a fait une préparation, afin de maintien qu'on puisse donner un service de tourisme compétent à la Martinique. En attendant le retour du président, la grève d'aujourd'hui a été suspendue. Les services de Cap-Nord rouvriront normalement dès demain matin. Les prochaines négociations sont fixées au 24 mai. Au chapitre politique, les dépôts de candidatures pour les prochaines législatives ont commencé aujourd'hui. 41 candidats se sont déjà positionnés dans les 4 circonscriptions de l'île, mais l'heure est à l'officialisation. Ils ont jusqu'à ce vendredi 18h pour déposer leur dossier en préfecture. Éducation maintenant avec la semaine du goût qui a commencé aujourd'hui dans nos écoles. Le collège Fernand Donatien de Dillon à Fort-de-France accueillait dans ses cuisines 2 grands chefs cuisiniers, Guy Ferdinand et Bruno Covanberg. Le duo a eu pour mission de concocter un menu spécial pour 3 établissements foyalais. Cerise sur le gâteau, le déjeuner du jour a entièrement été réalisé avec des produits locaux, comme l'a expliqué Guy Ferdinand à Guy Raphaël René. Donc on a fait un menu aujourd'hui qui est 100% en Martinique. En entrée, on va avoir un petit souscaille de morue avec du chou et de l'avocat. On a fait un plat traditionnel réunionnais mais avec nos produits, donc qui est un rougail avec des feuilles de Christophine. Donc il faut découvrir aujourd'hui la feuille de Christophine. Et puis en dessert, on est resté classique, on est resté les crêpes locales, bananes, chocolat, que des produits du terroir. Bien fait, on a tombé sur une super équipe à Dillon. Vraiment, c'est un super moment pour lancer cette semaine de l'alimentation. On a utilisé très peu d'ingrédients, on a mis très peu d'huile, on est vraiment sur quelque chose qui est très neutre, très bon avec du goût, mais sans avoir ajouté d'expédients ou de valeurs ajoutées extérieures. Voilà. Là, on sent un petit peu des sentiers battus en termes de cuisine scolaire. Effectivement, la cuisine scolaire a des contraintes. Ils ont des contraintes d'hygiène, d'approvisionnement, de traçabilité, etc. Donc ils ne peuvent pas tout faire encore. Mais aujourd'hui, en travaillant des produits du terroir martiniquais, on s'aperçoit qu'on est très bio. Les gens chez nous vivent longtemps, et ce n'est pas pour rien parce qu'ils s'alimentaient de façon avec des produits du champ. Et ça revient pas à la mode, mais ça revient aujourd'hui pour combattre un petit peu l'obésité, les frites de chez nos amis, des fast-food, etc. Mais on est sur du produit qui a du sens. Alors, tout à l'heure, vous serez en face des élèves quand le repas va être servi pour voir justement leur réaction. Oui, pour leur expliquer ce qu'on a fait, dans quelle démarche on est, et puis surtout prendre leur impression. Quand ils vont goûter, savoir est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas, c'est nouveau pour eux. Donc c'est aussi ça, c'est plus tôt on éduquera les goûts, mieux les gens vont manger, mieux les gens vont se porter. Éducation toujours avec la semaine des langues vivantes à l'école qui a débuté aujourd'hui à l'échelle nationale. Chez nous, le rendez-vous s'étale sur un mois et pour en parler, nous recevons la déléguée académique aux relations européennes et internationales à la coopération de l'Académie de Martinique, Catherine Cizeran. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est la 2e édition de cet événement qui a été proposé à l'origine par la ministre de l'Éducation de l'ancien gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Alors, à quoi sert concrètement ce type de manifestation? En fait, il s'agit pour le ministère, et donc avec une déclinaison au niveau académique, de valoriser finalement le plurilinguisme, la diversité culturelle et mettre en lumière en fait, les différentes actions, les nombreuses actions qui sont menées en faveur des langues vivantes au sein de l'académie, au sein de nos établissements, que ce soit du 1er degré ou encore du 2e degré. Alors, comment ont évolué l'apprentissage des langues vivantes à l'école? Il y a quelques années, c'était l'anglais et l'espagnol obligatoires. Enfin, c'était les 2 langues proposées principalement. Qu'en est-il aujourd'hui? En fait, l'anglais et l'espagnol restent effectivement les 2 langues obligatoires qui sont proposées dans l'académie, et ce de manière séculaire. Mais cette offre, elle a été enrichie depuis plus d'une dizaine d'années avec donc une proposition pour les élèves de l'apprentissage de l'allemand ou encore du portugais. Donc voilà, donc ce sont les options qui sont proposées aux élèves et donc de plus en plus, c'est un processus en fait qui est proposé dès l'école primaire pour ce qui est notamment du portugais. À côté évidemment de l'anglais, de l'espagnol, puisque aujourd'hui dans certaines
dans certaines circonscriptions, en fait, il y a cette diversification en fait, qui est souhaitée par Madame la rectrice. Alors l'apprentissage des langues à l'école, c'est bien, seulement les élèves sont nombreux à ressortir des écoles sans vraiment savoir parler les langues qu'ils ont appris, notamment l'anglais, l'espagnol, on le voit souvent, hein, quand on sort de terminale, on ne sait pas parler spécialement la langue. Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer ou est-ce que vous en tirez déjà les leçons? En fait, je crois qu'au niveau, de manière très globale, au niveau du ministère, il y a eu un gros effort donc, qui a été fait par notre ancienne ministre pour justement permettre que la France, hein, qui a donc cette réputation donc, de ne pas forcément maîtriser les langues étrangères, puisse améliorer de façon notable. Et cela en s'alignant notamment sur donc, le cadre européen commun de référence pour les langues qui a été mis en place par l'Europe et qui met l'accent véritablement sur une approche actionnelle. C'est-à-dire que les élèves sont amenés à prendre la parole de manière continue sur des sujets variés dans le cadre de débats. On a eu donc dans le cadre justement du mois des langues vivantes, des débats citoyens auxquels j'ai pu assister, où il y a des joutes verbales en fait, entre des élèves qui vont argumenter, contre-argumenter sur des sujets d'actualité. Donc on développe à la fois leur capacité à s'exprimer dans la langue étrangère, hein, que ce soit en anglais, que ce soit en espagnol, en portugais, en allemand, et la langue vivante régionale n'est pas en reste, hein, puisque le créole a toute sa place hein, dans la politique académique des langues vivantes. Et donc l'académie s'appuie également sur un réseau d'assistants de langue vivante étrangères. On a déjà du recul sur ces nouvelles méthodes. Elles datent de quand déjà? Écoutez, en fait, les réformes, la réforme concernant les langues vivantes date de plus d'une dizaine d'années. Donc on a déjà du recul. On voit donc les résultats au niveau de baccalauréat des élèves qui sont en capacité de s'exprimer de manière aisée dans la langue et atteindre un niveau tout à fait confortable et à aborder donc l'université ou les études supérieures de manière beaucoup plus aisée. Alors de nombreux temps forts seront proposés ce mois-ci, puisqu'on l'a dit, l'événement s'étale sur tout le mois. Quels sont ceux qui vont intéresser le grand public ou les parents qui nous regardent? En fait, je crois que les parents, par le biais des établissements scolaires qui organisent des actions durant donc, tout ce mois, sont invités à participer. Il y a un focus qui est donné, notamment une place privilégiée qui est donnée aux parents d'origine étrangère, qui sont invités à venir dans nos établissements du premier degré, du second degré, pour présenter leur culture, présenter leur langue et en même temps interagir avec nos élèves, avec nos enseignants. C'est une manifestation qui se fait en partenariat avec Canopé et donc les 30 et 31, il y aura un séminaire dédié aux langues vivantes, donc que ce soit la langue vivante régionale, que ce soit le portugais, que ce soit l'espagnol, que ce soit l'allemand, à travers donc des conférences qui se feront également avec nos partenariats parce que nous avons des partenariats internationaux. Hein, Madame la rectrice a signé un certain nombre de conventions, donc que ce soit avec donc, les pays de l'OSCE, Sainte-Lucie, la Dominique, Saint-Vincent et les Grenadines, les États-Unis, donc la Louisiane précisément, le Canada. En préparation avec Cuba, d'ailleurs, nous aurons en visioconférence un échange avec la directrice de l'Alliance française de Santiago de Cuba, qui est d'ailleurs une Martiniquaise, pour préparer la convention que nous souhaitons mettre en place avec Cuba et ensuite l'année prochaine également avec le Brésil. Très bien, mais merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que la semaine des langues vivantes à l'école s'étale en Martinique sur un mois. Sur un bon mois, et puis donc voilà, vous trouverez en fait, le grand public pourra trouver le détail de l'ensemble des manifestations sur le site académique. Très bien, merci à vous. Merci à vous. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de la Guyane qui a obtenu un délai supplémentaire pour les dépôts des déclarations d'impôts en format papier. Les Guyanais auront jusqu'au 6 juin suite aux mouvements sociaux qui ont duré un mois sur place. En Guadeloupe comme chez nous, la haute saison touristique touche à sa fin. L'heure est au bilan pour les professionnels du tourisme. Enfin, dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera de l'artiste Hippocrate qui se lance un nouveau défi à Saint-Pierre. Elle construit une maison en torchis pour rappeler les habitations d'époque. Mais avant, parlons des bons chiffres de la collecte de la Banque alimentaire qui a eu lieu ce week-end. 76 tonnes de denrées ont été données par les Martiniquais, soit l'équivalent de 152 000 repas qui pourront être redistribués à des familles en difficulté. Globalement, la collecte a été meilleure que celle de l'année dernière à la même période et l'objectif est quasiment atteint. La prochaine collecte de la Banque alimentaire est prévue le dernier week-end du mois de novembre, conformément au planning national.
L'Observatoire martiniquais de la biodiversité s'ouvre au monde. L'organisme lance un site internet biodiversité-martinique.fr. Les internautes du monde entier pourront alors s'informer sur la faune et la flore de notre île. Il s'agit d'un outil de communication en collaboration avec plus de 42 acteurs autour du parc naturel régional de Martinique. Très fiers de leur nouvel outil, ils l'ont présenté à la presse ce matin. Voyez les précisions recueillies par Jean-Marc Dabrou. L'intérêt, c'était vraiment de fédérer l'ensemble des acteurs autour d'un unique site, une réelle plateforme collaborative, puisque le visiteur du site est aussi amené à participer dans le sens au niveau de la biodiversité, que ce soit sur le terrain pour l'observer ou pour la préserver. Donc là, on a vraiment un outil innovant parce qu'on va retrouver aussi plus de 1000 documents sur la biodiversité de Martinique. Par exemple, des informations sur les grenouilles, savoir combien de grenouilles on a en Martinique tout bêtement, mais savoir combien il y a d'espèces, savoir où on les retrouve. C'est vraiment arriver à connaître son patrimoine naturel en ayant des explications vraiment très simples et beaucoup d'images qui nous permettent de découvrir la richesse de l'île. Information pratique maintenant, sachez qu'il ne vous reste plus que 2 jours pour remplir vos déclarations d'impôts en format papier. Une fois cette date passée, vous devrez alors effectuer vos démarches en ligne et ce jusqu'au 6 juin prochain. Des conditions qui ont été revues exceptionnellement pour la Guyane puisque sur place, les papiers pourront être déposés 3 semaines après nous. Il s'agit d'un délai supplémentaire accordé par la direction des finances publiques suite aux mouvements sociaux qui ont duré 1 mois sur place. Voyez ce reportage de Natacha Maltaverne. Le centre des impôts de Cayenne à Baduel ne désemplit pas depuis sa réouverture. Ce service est resté fermé durant 5 semaines pendant le conflit social. Pour autant, la direction régionale des finances assure que toutes les déclarations papier ont bien été envoyées dans les foyers. Il y a eu du retard dans la distribution, mais en liaison directe avec la Poste, les déclarations ont été acheminées et ont toutes été distribuées par la Poste. Ça, c'est une opération maintenant qui est terminée. Donc tous les usagers qui ont déposé papier l'année dernière ont reçu leur déclaration. En raison du conflit, la date de dépôt des déclarations papier a été repoussée au 6 juin, comme pour la déclaration en ligne. Au niveau national, on compte 50% de télédéclarants contre 35% l'année dernière en Guyane. Je n'ai pas d'internet chez moi. Oui, j'ai besoin d'un enseignement parce que j'ai pas mal de dépenses que je fais. Et j'ai fait mes 3 et tout ça et je dois le déclarer et je ne sais pas où il faut la mettre sur le papier. Alors je viens là pour qu'ils puissent m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Un service des impôts qui connaît aussi l'affluence avec l'arrivée de primo-déclarants. Les demandeurs d'asile doivent en effet effectuer une déclaration d'impôt. On fait la patience dans la file pour pouvoir récupérer ces dossiers-là. C'est la première fois que vous déclarez ici? Oui, c'est la première fois. Eh bien, nous sommes entrés dans le mois de mars, les entrées et puis les ateliers dépassés, les nous pour nous prendre les dépassés. Mais ça est première année nous gagnons là depuis nous entrer pour nous mes premiers papiers nous prendre. Non, pas comprendre. Pas comprendre. Il n'en même pas comprendre. Je vais chercher un monde qui vous fait aider parce que je ne comprends pas pour aider pour me remplir pour me déposer. Selon la direction régionale des finances, des agents supplémentaires ont été affectés au service d'accueil pour répondre aux questions des usagers. Direction la Guadeloupe maintenant, qui comme chez nous entame sa dernière semaine de haute saison touristique. Annoncée comme l'une des meilleures qu'ait connue l'île Sœur depuis 2009, aujourd'hui, l'heure est au bilan. Voyez ce reportage de Linda Gayarsi. Personnellement, je pense que ça s'est bien passé. En fait, je suis basé un petit peu partout dans la société, mais j'étais surtout à Pierre et Vacances, où on a, mon collègue et moi, on a bien bossé. Moi, je pense que ça a été en notre faveur cette année. La saison, en général, commence mi-décembre. Et c'est surtout en janvier, février, mars qu'il y a un petit peu plus de monde. Et ça prend fin avril. Mai, juin, c'est vraiment la basse période où c'est vraiment calme. Et en général, ça reprendra mi-juillet où il y aura les locaux, les congés bonifiés, et tout ça, les gens seront ici. Pour une première saison, on est content de nous.
On a bien travaillé depuis le mois de décembre. Il y a eu un pic à partir de Noël, ça a commencé début décembre avec un pic pour Noël jusqu'à fin février. On travaille sur la plage, on sert toute la journée, donc il n'y a pas d'heure pour manger, les gens ils viennent manger, boire. Une très bonne saison, avec une petite particularité cette année, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'étrangers de pays, comment on pourrait dire, du nord-nord de l'Europe. On a eu des Suédois, des Norvégiens, des Slovènes, des Lituaniens, enfin tous des nouveaux pays qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Puis comme d'habitude en février, janvier aussi, un petit peu plus à Noël, enfin à la période de décembre cette année. Mais sinon c'est linéaire, c'est toujours pareil, ça commence pas avant, après Noël. Et ça dure jusqu'à fin mars. Avril, c'est très bien, mais ça chute un peu, hein, comme d'habitude. Mais bon, il y a le tourisme d'affaires qui reprend le dessus. Donc là, par exemple, on n'est pas complet, mais on a 2 chambres de libre, quoi, c'est tout. Place au sport avec comme chaque lundi un retour sur les manifestations qui ont ponctué le week-end. Il a été marqué par la victoire de Florian Barquette des Côtes d'Armor au Grand Prix du développement durable et solidaire. Le rayon chez les hommes et l'éveil au féminin ont remporté la Coupe de Martinique en volleyball. Enfin en football, le club franciscain a été sacré champion de Martinique. Retour sur un week-end de sport avec José Le Chiertier. Lui, Sabat, c'est le meilleur, Caril Chassol. En cyclisme, c'est la dernière étape du Grand Prix du développement durable et solidaire est revenue hier après-midi à Brandon Barrett-Ajax de la POJ. Cette 11e édition est remportée par Florian Barquette des Côtes d'Armor. Sport collectif en volleyball, le rayon chez les hommes a remporté la Coupe de Martinique. En finale, il a défait le RCA 3-7-2. Chez les femmes, l'éveil s'impose 3-7-0 face à l'éclair. En handball féminin, les demi-finales allées de la poule des As ont vu le réveil sportif et l'USC Citron s'imposer. Au masculin, victoire également de l'USC Citron et de l'Étoile de Gondo. Les matchs retour de ces demi-finales auront lieu le week-end prochain. En basket féminin, le champion anti-Guyane, c'est l'US Tinamari et chez les hommes, le DO. 2 formations qui conservent leur titre lors du tournoi Guy Margois qui s'est déroulé ce week-end en Guyane. En football, le club franciscain sacré champion de Martinique, vainqueur 3-1 du CS Casse-Pilote lors de la dernière journée du championnat de R1. Les franciscains raflent le titre qui les fuyait depuis 3 ans. Ils disputeront en compagnie du Golden Lion, du club colonial et du RC Rivière Pilote le trophée Mutuel Margaillard la saison prochaine. En bas de tableau, l'US Diamantinoise, le New Club et l'Excelsior sont relégués en R2. Ils seront remplacés la saison prochaine par la Samaritaine, le RC Saint-Joseph et l'Émulation. En football féminin, sans surprise, l'affiche des playoffs opposera le RC Saint-Joseph au RC Rivière-Pilote. Les Joséphines ont battu l'Émulation 3-0 et les Violines ont atomisé l'US Lorinoise 8-0 lors des demi-finales retour des playoffs. Autre temps fort du week-end, le Grand Prix de pétanque de la Caraïbe de la CTM. Cette 26e édition est revenue à la boule d'Ilounaise, une doublette qui a battu en finale le club bouliste de Port-Louis en Guadeloupe. Enfin, les Jeux des îles, qui ont débuté en milieu de semaine dernière, se sont clôturés samedi soir par la victoire de la Martinique. Les Açores et la Corse complètent le podium. Direction l'Hexagone maintenant, dans les Yvelines. Plus précisément, la ville d'Achères accueille pendant 10 jours un festival entièrement dédié à la musique ultramarine. Ultrazik propose en tête d'affiche les artistes Dédé Saint-Prix, Marie-Josée Ali ou encore Stony. Il s'agit d'un véritable défi pour les organisateurs. Voyez ce reportage de notre correspondante sur place, Solène Boissé. Une soirée d'inauguration aux aires d'opération médiatique. Sur les 60 invités, ce sont des élus, la presse ultramarine et des artistes. Car pour sa première édition, Ultrazik a du mal à décoller. Il faut dire que c'est le premier festival ultramarin de cette ampleur dans la région. Et avec 20 000 € de subventions publiques, l'enjeu est de taille. Pour cette première édition, on aimerait bien, avoir au moins 1000 spectateurs. Pour l'instant, on n'a que quelques dizaines de réservations, donc on espère que c'est un public qui se décide au dernier moment. Mais si le nombre de réservations est faible, rien n'est encore joué. Les organisateurs s'appuient sur la renommée de leur parrain de cette année,
des dessins pris. Le rôle de parrain est arrivé, je pense que c'est par rapport plus à ma notoriété sûrement. Je suis invité par Jean-Didier Ouaro, mais ce n'est pas un spectacle de dessin pris. Je suis un de ses invités. La guest star donc, c'est Jean-Didier Ouaro, artiste reconnu à La Réunion. Mais le public antillais ne le connaît pas forcément. Une occasion pour ce Réunionnais de faire découvrir le maloya, un genre musical traditionnel de l'île de La Réunion. C'est un défi, mais aussi c'est une chance aussi de pouvoir partager ça, notre culture à nous, voilà, de l'avoir en vitrine là sur HR pour inviter Daniel Ouaro, René Lacaille, des dessins pris et voir tout ce mélange là s'opérer là sur la scène. Un festival unique qui mélange les styles de musique et les cultures ultramarines. Si le public est au rendez-vous, les organisateurs comptent bien renouveler l'opération l'année prochaine. Jetons un coup d'œil maintenant sur le documentaire réalisé sur les coulisses de la victoire d'Emmanuel Macron qui vous sera proposé ce soir sur notre antenne. Le grand reportage permet de suivre les 200 jours de campagne du président de la République, une aventure politique qui avait commencé en novembre 2016 quand le candidat du mouvement En Marche s'est lancé dans la bataille. Voyez un extrait de ce qui vous attend à 20h ce soir. C'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Si vous n'avez pas compris que comme vous, je ne veux pas pactiser avec M. Poutine, si vous n'avez pas compris que contrairement à vous, je veux une politique française forte mais responsable, c'est notre grand désaccord. C'est de pire en pire. Mais oui, mais c'est notre désaccord. Donc quand on n'est pas d'accord avec vous, on peut être clair. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec vous. Pardonnez-moi, je voulais vous poser à tous, avec Anne-Claire, nous voudrions vous poser... Pas peur d'elle, et je pense que c'est ça aussi. Tous et toutes, un point d'accord avec l'extrême. Bon, je suis content que ce soit fini. Hein. Alors, verdict, dites-moi. Ce qu'il y a pas, faut tout me dire. Hein. D'abord, je m'assois, donnez-moi des petits chocolats ou des machins. Non, je veux pas que tu manges du saloperie. Oh, bah ouais, non, tu vas dîner correctement. Bon, alors d'accord. Donc, je vais prendre, donnez-moi de l'eau. Alors, tu vas dîner correctement. Bilan, qu'est-ce qui ressort du débat? Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Saint-Pierre avec l'artiste Hippocrate qui se lance dans un nouveau défi. Après son œuvre sur la route du prêcheur, elle vient aujourd'hui construire une maison à la manière des ancêtres. Un pari ambitieux dans lequel quelques bénévoles ont décidé de se lancer avec elle. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. L'artiste, la poète, la philosophe Hippocrate n'a pas fini de faire parler d'elle. Après avoir réalisé cette place du tombeau des Caraïbes, aujourd'hui elle se lance dans une autre aventure, le torchis. Elle a justement pu obtenir quelques soutiens. Ça y est, c'est parti. Les premières fondations de la maison en torchis sont lancées. Les travaux ont démarré certes avec un peu de retard, mais qu'importe, c'est la volonté qui compte et surtout la solidarité. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Hein. J'ai fait l'appel à la radio pour avoir du monde. J'ai sélectionné 8 personnes et je ne sais pas pourquoi j'ai mis le 8 mai. Je n'ai vu personne. J'ai vu que c'est 2 qui m'ont appelé pour me dire que le 8 mai, ils ne pouvaient quand même pas venir, mais qu'ils allaient venir après. Autour d'Hippocrate, ils ne sont pas nombreux. Spontanément, ces hommes ont répondu à son appel pour la réalisation de la maison en torchis. C'était les premières maisons qu'on faisait en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et les Amérindiens aussi, parce qu'ils n'avaient pas de ciment, ils n'avaient rien d'autre. Le torchis, c'est de la terre glaise, avec des roseaux coupés dedans, ou de la bagasse. Et on monte un mur comme ça qui est très solide, entrecroisé de bois tibombe. J'ai trouvé ce projet très intéressant. Alors du coup, j'ai tout de suite adhéré à ce projet. On a coupé beaucoup de bambous, fendu beaucoup de bambous à 3 et ce matin à 4. Depuis la réalisation du site, sur la route du prêcheur, les visites se multiplient, les touristes sont de plus en plus nombreux. Et pourtant, l'espace ne figure toujours pas sur un dépliant touristique. L'affaire reste privée, même si Hippocrate est à l'occasion soutenu par les municipalités du Prêcheur et de Saint-Pierre.
D'autres soutiens sont attendus avant la fin de la semaine, notamment à travers la mission locale du Nord qui a proposé d'emmener sur le site quelques jeunes. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 8h30 à 13h30 sur le parking du Leader Price de Trinité. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje Peya. A tout de suite.